Il s'est passé plein de choses cette semaine dans l'univers technologique. On va en parler dans ce 134e épisode des Technos. Et pour parler technologie cette semaine, on a deux camarades. On a par exemple, de ce côté-ci, attendez, je choisis. On a d'abord Marc. Salut Marc. Salut. Premier épisode pour Marc pour cette saison numéro 4 des Technos. On le signale au passage parce que, bon voilà, on a quelques chroniqueurs maintenant et quand ils se présentent pour la première fois en ce début de saison, on le signale à chaque fois. Un nouveau chroniqueur que vous avez déjà vu, que vous avez déjà aperçu, mais dans un hors-série consacré à la blockchain et dont on parlera encore dans les semaines à venir. C'est Sébastien, mais un autre Sébastien. Il va falloir pas se tromper. Ce Sébastien-ci commence avec un nom qui commence par la lettre A. Donc on en a un qui commence par la lettre B et celui-ci c'est Sébastien A. Mais pour la facilité de la chose, on l'appellera simplement Sébastien, puisque c'est son prénom. Bonjour à tous. Bonjour Sébastien. On va parler technologie avec vous deux. Évidemment, il y a de l'actu cette semaine. Bah oui, il y a eu Keynote comme souvent au moment au mois de septembre, au moment de la rentrée. Il y a des présentations de produits du côté de chez Apple. On va en parler d'ici quelques instants. Avant ça, bien entendu, un petit coup d'œil, si vous le voulez bien, sur le courrier des auditeurs. C'est là que je me rends compte que j'ai pas tout préparé dans ce studio et que donc forcément j'ai un petit peu de mal à vous montrer deux, trois petites choses. Donc tout ça, je vais le faire en temps réel. Je vais proposer à Marc de meubler peut-être pendant ce temps-là, puisque lui, il a l'habitude de parler dans les technos, pendant que moi, je fais une petite mise à jour de mon côté, tout simplement. Marc, que peux-tu nous dire de sympathique cette semaine, par exemple ? Je peux te lire effectivement le courrier des éditeurs pour commencer. Oui. Donc effectivement, nous avons eu plusieurs réactions, comme d'habitude. Merci, n'oubliez pas les petits pouces, les likes, tout ça. Ouais. YouTube, suivez-nous. Plus on est de fous, plus on rit. Ça, c'est comme d'habitude. Alors, on a retenu quand même, premièrement, la réaction de Thibaut Lasserre, qui nous a dit encore une très bonne vidéo. Merci. À l'occasion, serait-il possible de faire un hors-série sur IFTTT ? Alors, pour ceux qui n'ont pas saisi, IFTTT, If Then Then That, c'est un système d'automatisation qui permet de déclencher toute une série d'actions sur base de différents critères, des triggers, etc. Il existe différentes versions. IFTTT est la version grand public, il y a une version plus professionnelle qui s'appelle Zapier. C'est deux boîtes différentes, ça n'a rien à voir, mais le principe est le même. J'ai vu passer aussi récemment qu'il y a un truc similaire qui existe pour mettre sur votre PC. Donc ça tourne totalement local, ça peut être intéressant aussi. C'est une très bonne suggestion, effectivement, c'est un truc qu'on pourrait prévoir, surtout qu'il y a matière. Franchement, c'est touffu, on peut vraiment y aller assez loin. Et c'est mis à jour très régulièrement, il y a de nouvelles options qui viennent. Exact, etc. Aussi, autant If Then Then That que Zapier sont mis à jour et ça devient vraiment des grosses machines de guerre. Donc merci Thibaut, c'est une très bonne idée, on va mettre ça de côté. Bon, pendant que ça charge, je vais prendre la main. Chacun son tour, Marc. Je voulais juste demander à Triplex Ben pourquoi il s'ouvre, parce que moi j'ai toujours pas compris. Ah oui, alors c'est important que je le signale. Donc parmi les messages qu'on a reçus, celui que tu viens de citer entre autres et celui dont on va parler maintenant, c'était en regard du hors-série du début de cette semaine consacré à Google Home. Vous savez, la chandelle. Oui, le machin. Ouais, le machin. Alors, on s'était posé la question au tout début de l'enregistrement. Pourquoi est-ce qu'on l'ouvrait aussi facilement ? Parce qu'il part en deux parties. Donc, on a d'un côté la partie avec les différents éléments, haut-parleurs, micro, etc. Puis de l'autre côté, un socle. Et donc, la réponse de Triplex Ben, on avait dit pourquoi ça s'ouvre si facilement ? Et lui, il nous dit pourquoi est-ce qu'il s'ouvre ? Regardez la photo de votre vidéo. La réponse est là. C'est vrai qu'en illustration de la vidéo, comme on est malin, et qu'on a fait ça un petit peu après l'enregistrement quand même, il y avait différentes couleurs, la chandelle avait différentes couleurs, et en fait si on peut le démonter aussi simplement, c'est tout simplement pour pouvoir changer les couleurs. Il se trouve que quand on a fait l'enregistrement, apparemment ces couleurs n'étaient pas encore totalement disponibles sur le marché, et donc forcément nous on était là tout bête avec notre question. Voilà. Donc voilà, effectivement, si Google Home s'ouvre si facilement, c'est pour pouvoir y mettre des jolies couleurs tout bêtement. Et alors Loïc Lemaire derrière a fait tout à fait. Ça serait bien de se renseigner un peu plus lorsque l'on réalise un test de produit. Eh bien, très bien, effectivement, Loïc.
Seulement, il n'est écrit nulle part qu'il s'agit d'un test. Ça, je le tiens à le signaler, mais il s'agit d'un retour d'expérience. Et donc, notre retour d'expérience, c'est de se dire, pourquoi est-ce que ce brawl s'ouvre si facilement ? Ça, c'est ce qu'on appelle un retour d'expérience. Voilà. Bon, ceci étant dit, la remarque était pertinente et on l'a laissé en ligne. On ne s'est pas fâché non plus avec Loïc. Merci en tout cas de nous l'avoir fait remarquer. On s'en était un petit peu rendu compte, mais après coup, après l'enregistrement. Donc voilà. On peut passer peut-être à un autre courrier si j'arrive à... Ah voilà, c'est revenu, c'est là. Un autre courrier qui est de... Alors là, c'est mes yeux qui du coup ne répondent plus. Modulable. Alors oui, c'était l'épisode précédent. On avait parlé d'Amazon qui avait de nouveau déposé un brevet pour faire des livraisons par drone, mais au départ de wagons de train. De wagons, si vous préférez, de train. Sinon, ça dérange personne que, dans le futur, des drones d'Amazon volent au-dessus de nos têtes. Est-ce que vous avez une idée du poids cumulé du colis et du drone ? Moi, non. Par contre, je suis sûr que cela doit être lourd, voire même très lourd. Imaginez qu'un drone tombe sur un périph', sur l'autoroute, etc. Je vais pas plus loin, vous avez noté le sens de la question. William, derrière, a renchéri en disant « c'est pas faux ». C'est vrai que on n'y pense pas toujours, mais c'est vrai, finalement, on fait voler des brols, des bidules dans tous les sens, et puis c'est vrai que ça a amené à tomber à un moment ou à un autre. Marc, qu'est-ce que t'en penses ? C'est amené à tomber, oui, pas forcément. Le but, c'est quand même que ça reste en l'air, oui, donc espérons que les drones en question sont relativement solides, sont relativement équipés pour justement ne pas subir ce genre de panne. Maintenant, oui, le jour où ça tombe, que tu te prennes un drone sur la tête ou que tu te prennes un 747, ça fera de toute façon mal. Oui, c'est ça. Attention quand même à ne pas oublier le facteur balle trap. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des drones qui portent du matériel potentiellement intéressant, vous allez avoir des gens qui vont les tirer, les drones, pour les faire tomber. Pour récupérer la marchandise. Qu'effectivement, il y a peu de drones transportant du cannabis qui arrivent à destination. Oui, c'est ça. Surtout quand ils doivent aller dans une prison, par exemple. Aussi, voilà, exactement. Ou un iPhone X. Voilà. On va en reparler. Ceci étant dit, moi, il me semblait quand même que dans l'idée de livraison par drone, c'était justement pour livrer des gens qui étaient un petit peu éloignés des villes, un petit peu en dehors des villes, pas à portée de facteur, quoi. En gros, pour parcourir les campagnes. Imaginez dans le Grand Nord, par exemple, un bûcheron a besoin d'une nouvelle scie. Non, ça va pas le faire parce qu'un drone qui porte une scie, ça va pas. Ça et va puis pas. T'imagines, le type, il est trappeur au fin fond de l'Oklahoma ou au fin fond des steppes sibériennes. T'imagines la taille du drone, les batteries pour avoir une autonomie suffisante. 500 bornes le drone. Mais bon, ceci étant dit, voilà, ça pose plein de questions. Et je suis d'accord avec Modulable ainsi qu'avec William. On peut se poser effectivement plein de questions. Et si on en a l'occasion et qu'on tombe sur quelqu'un qui promeut cette idée de livraison par drone, on lui posera sérieusement la question. Ça me semble assez évident. En attendant, on reste vigilant, on ouvre l'œil, on s'informe, on reste dans l'actu et quand une information comme celle-là apparaît à nouveau, on se posera une fois de plus la question. Je propose qu'on passe à la suite, c'est-à-dire notre abécédaire traditionnel qui commence comme à son habitude par la lettre A, et vous vous en doutez, cette semaine, il s'agit d'A comme Apple, puisque cette semaine, la marque à la pomme nous a proposé différents produits. On va passer vite fait en revue la keynote en tant que telle, qui fut une fois de plus trop longue. Je sais pas pourquoi, ils les font de plus en plus longues. Ça a duré plus d'1 heure et demie, si je dis pas de bêtises. Vous me confirmez tous les deux, vous les avez regardés. Près de 2 heures. Ça a bien duré, oui, effectivement. Près de 2 heures, effectivement. Ça avait pourtant bien démarré avec une chanson des Beatles. J'avais bien aimé la visite du théâtre au nom de Steve Jobs. L'architecture est très très belle, etc. Ça valait le coup quand même de faire un petit clip vidéo de 2 minutes pour montrer cet endroit dont tout le monde a parlé et que personne n'avait visité jusqu'alors. Donc c'était plutôt bien vu. Et puis là, on est rentré dans le vif du sujet avec un long moment, Marc, je sais que toi t'as apprécié particulièrement, pour parler des boutiques. Oui, non, je ne vais pas revenir dessus. Franchement, quasi 20 minutes pour expliquer comment ils allaient reshuffler les boutiques, comment ils allaient réaménager les boutiques pour ne plus fournir une expérience d'achat, mais une expérience multisensorielle. Non, on va arrêter. Franchement, les mecs, c'est du marketing. C'est une keynote. Les gens vont attendre de voir des produits. C'est pas pour vous voir discuter sur la couleur du parquet. Ça, ils en ont rien à battre. Ok, donc merci. La fois prochaine, vous laissez tomber. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais.
On va pas rentrer dans le détail directement. Non. Qu'est-ce qu'on peut retenir avant d'ouvrir les hostilités? Il y a 3 trucs principaux qui ont été présentés. L'Apple TV, ça franchement tout le monde s'y attendait parce que Apple était complètement à la ramasse derrière Android TV en matière de haute définition, ultra haute définition, support des normes avancées comme HDR, etc. Bon, on n'a pas été déçus. C'est vrai que maintenant, on a quelque chose d'assez sympathique pour un prix relativement raisonnable, puisque ça commence à 199 € jusqu'à 219 pour la version à 64 Go, donc 32 ou 64 Go. On a la possibilité d'avoir bientôt, à partir du 15 septembre, l'Apple TV 4K, qui donc va fournir de la résolution en 4K, heureusement, qui va supporter la norme HDR. La norme HDR10, je ne sais pas s'ils vont supporter l'HDR+, je ne pense pas. Ils vont supporter Dolby Vision, qui est encore très très anecdotique au niveau de la distribution des signaux pour le grand public. C'est plus quelque chose qui se rend vers le professionnel. Et surtout, chose intéressante, ils vont permettre à tous ceux qui achètent ce genre d'appareil et qui avaient acheté par le passé des films sur l'Apple Store, des films en haute définition, de profiter des versions 4K gratuitement. Ça, c'est chouette. Ça, c'est sympa. Ouais. Sauf les films Disney. Les films Disney devront être rachetés et beaucoup plus chers. D'accord. Parce que Disney n'a pas pour vocation de faire de la philanthropie. Il faudra bien qu'ils financent leur sortie de Netflix, etc. Bon, ça, voilà. Ceci étant dit, la démarche de base est plutôt sympathique. La démarche de base est très sympathique. Et en général, il faut tout racheter. Non, c'est sympathique et effectivement, c'est sympathique aussi de voir un écosystème qui évolue et qui se pose en concurrent de ce que Android TV avait réussi à faire. On pense notamment à la Shield, qui est le flagship pour ce genre d'interface, bien que maintenant ça se décline de plus en plus sur les téléviseurs même, en embarquant des processeurs de traitement d'image assez lourds. Donc c'est intéressant d'avoir un marché qui se rééquilibre au niveau compétition. Donc ça n'a que du positif pour moi. Ensuite, il y a eu la grande attendue aussi l'Apple Watch 3, avec sa petite couronne rouge qui avait fuité 2-3 jours avant dans justement les bêtas de iOS 11, où on reste sur un produit qui est éprouvé. Je vais juste pousser mon petit coup de gueule, comme j'ai déjà poussé à de multiples reprises. Non, l'Apple Watch n'est pas la montre la plus vendue au monde, comme tout le monde semble croire. Elle est simplement la montre connectée la plus vendue au monde. Voilà. Ok, voilà, fin de la parenthèse. 12 millions d'exemplaires en 2016, c'est quand même appréciable sur un marché qui se traîne. Il faut bien l'avouer, c'est loin d'atteindre ce que les analystes avaient espéré. Et donc, on est sur une montre qui est, processeur plus puissant, capacité batterie plus importante, plus d'autonomie, notamment avec le modèle LTE qui embarque enfin une carte SIM, une nano SIM soudée sur la carte mère, avec quand même un petit aménagement sympathique. Ils ont réussi à mettre tout ça sans forcément agrandir la montre en elle-même. Je crois qu'elle a gagné 0,5 mm en épaisseur. Et pour ça, ils ont réussi des innovations assez sympathiques où, par exemple, c'est le verre de la montre qui devient l'antenne. C'est ça, oui. Donc ça, pour la LTE, c'est pas mal. Ouais. Les prix restent relativement contenus. On est à 399 € pour la version LTE, 369 € pour les autres. Par contre, il faudra bien s'attendre à une chose. La eSIM, donc la SIM qui est embarquée dedans, devra être couplée avec un abonnement existant, probablement celui de votre iPhone. Ça viendra en plus. Il n'y en a pas encore les prix pour Proximus ou Mobistar ou Orange chez nous, mais ça sera, par exemple, j'ai vu passer des prix pour Verizon ou pour AT&T, ça revient entre 10 et 15 $ en plus, rien que pour la connectivité sur la montre. Bon, à ce prix-là, vous êtes totalement libre, vous pouvez laisser votre téléphone à la maison quand vous allez courir ou vous allez faire du sport. La montre gagne une certification IP67, c'est pas encore du 68, mais donc on s'approche vraiment de la montre qui peut aller dans la flotte sans aucun problème. C'était pas le cas des versions précédentes. Il y avait parfois encore des petits problèmes d'étanchéité. Donc ici, c'est quoi? C'est les projections d'eau, c'est ça? Alors, eux annoncent une protection contre la poussière et l'eau au niveau microscopique. IP67, grosso modo, c'est de l'immersion. D'accord. Okay. C'est de l'immersion raisonnable. Ça veut dire que ça peut tomber dans une piscine pendant une demi-heure. Voilà, ça va pas... Étanchéité officiellement jusqu'à 50 mètres, vous pouvez y aller dans votre bain, joyeusement, sans aucun problème. D'accord.
On rappelle, généralement, les équivalences, quand il est marqué étant jusqu'à 100 pieds sur une montre, ça veut dire que vous pouvez prendre une douche avec. Et puis bon, il y a le gros morceau, à savoir les iPhones. L'iPhone 8, tout le monde s'attendait à voir arriver... Marc, juste avant de passer à l'iPhone, parce que comme ça je repasse la parole 2 secondes, même un petit plus s'il le désire, à Sébastien. On va évidemment parler de l'iPhone dans un instant et vous allez vous écharper. Absolument pas, nous sommes des gens civilisés, monsieur. Mais sur la keynote, sur ce qui a été dit là jusqu'à présent, la keynote, la forme de la keynote et bien entendu les produits comme Apple Watch et Apple TV, un avis comme ça, brûle pour point. Non, effectivement, j'ai pas spécialement, je me suis pas spécialement amusé avec l'inventaire des différents magasins. Par contre, un petit point à noter quand même, c'était la première keynote qui avait lieu dans le nouveau campus d'Apple, qui était présenté pour l'occasion, et avec un petit hommage non négligeable et assez émouvant, j'ai trouvé, à Steve Jobs et à son héritage. Donc ça, c'était assez sympathique quand même. Oui. Sauf le théâtre est juste un tout petit peu en dehors du nouveau campus. Il y a donc cette grande soucoupe volante, ce grand cercle. Ça, c'est le campus, et puis juste un peu en retrait quelque part, il y a ce théâtre qui est très design, très joli. Dont on ne voit que le hall d'entrée en fait, et ensuite le théâtre se trouve en sous-sol. Sinon, effectivement, pour l'Apple TV, c'est très intéressant. L'Apple Watch, moi, je suis très curieux de voir, notamment parce que la démonstration qu'ils ont faite était assez impressionnante, dans le sens où ils téléphonaient à quelqu'un qui était en pleine mer, donc en plein air, sur un paddle, et qui gigotait les bras tout en parlant, et le son était stable. Alors de deux choses l'une, soit le micro est de très bonne qualité, soit il y avait quelqu'un qui était sur une table de mixage derrière et qui s'excitait sur les potards. J'ai trouvé ça un peu cette séquence un petit peu fake. Je sais pas pourquoi. On l'a trouvé fake, mais l'explication est très simple. Au-delà des nouvelles Watch, des nouveaux iPhones, de la nouvelle Apple TV, etc., il y a également une nouvelle génération d'AirPods. La nouvelle génération d'AirPods se perd avec l'Apple Watch, et l'AirPod embarque un micro. D'accord, ok. Ça règle ce problème, mais sur le coup, alors c'était pas en pleine mer, c'était sur un étang très calme. Très calme, c'était un peu mis en scène. Et la dame avait quand même du mal avec son paddle, elle savait pas trop bien comment s'en servir, c'était un petit peu pathétique. Et elle avait peur de tomber. Elle avait très peur de tomber. Ça aurait été drôle. Moi, je pense que ça aurait fait le buzz. La montre est étanche, les AirPods pas. Oui, c'est ça. Je veux dire, ça, plus la démonstration des Animoji, on avait la totale. Oui, c'est bon, c'était complet. Ok, que peut-on rajouter, Sébastien, de ce côté-là, pour conclure avant d'attaquer les iPhones ? J'ai du mal à voir comment les opérateurs vont justifier de nous faire payer un abonnement en plus, alors que ce sera juste une autre SIM avec le même numéro. Donc j'attends de voir le modèle économique de nos opérateurs chéris et voir ce qu'ils vont nous proposer de ce côté-là. Oui, quelque part qu'ils fassent payer juste une fois, un one shot pour la puce elle-même. Enfin voilà. Pour un clonage. Juste pour le clonage, on pourrait à la rigueur le concevoir, ça c'est clair. Mais par contre, faire payer un abonnement supplémentaire, là, effectivement, ça me paraît très bizarre. Marc ? Non, ils le font déjà. Quand tu vas chez Proximus, par exemple, et que tu te prends l'option Dual SIM, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une SIM avec le même numéro, mais sur 2 appareils différents, tu payes un supplément de 6 ou 7 euros par mois. Ah oui. Voilà, faut pas aller plus loin. Oui, absolument. Oui, c'est des cochons. Mais bon, c'est le business, monsieur. Oui, on va dire ça. Alors, iPhone. Ça a commencé avec l'iPhone 8. On va commencer avec l'iPhone 8. On va peut-être commencer par noter que pour une fois, Apple commence à avoir une gamme qui s'étoffe. Parce qu'on va voir qu'avec l'arrivée de tous ces nouveaux modèles, il commence à y avoir de la matière, commence à y avoir du choix. Parce qu'on n'est plus limité à 2 modèles malheureux dans lesquels on doit choisir. Alors, le grand attendu, c'était l'iPhone 8, évidemment. Il est arrivé. Tout le monde s'attendait à avoir un iPhone 7S. Ils ont appelé 8. On va pas s'extasier dessus. C'est une évolution avec un nouveau processeur, normal, plus de mémoire, normal, plus rapide, normal. Ce fameux nouveau moteur neural qui permet de faire beaucoup de choses, notamment au niveau de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, au niveau du traitement d'image, au niveau du traitement de signal. Voilà, c'est quelque chose qui va devoir maintenant... On a vu les démos technologiques lors de la keynote. Il va maintenant falloir attendre de voir des applications qui vont traduire ça en modèle d'usage concret avant de pouvoir se faire une idée réelle
autre que, comme Sébastien me le faisait justement remarquer avant le numéro, sur benchmark, parce qu'effectivement, les nouveaux iPhones, et surtout l'iPhone X, on va y revenir, explosent joyeusement tout ce qui existe au niveau des benchmarks. Les benchmarks, on sait par définition que c'est pas des applications vraiment réelles. Il y a des cas d'école, il faudra voir comment ça va se traduire. Mais donc, tout ça pour dire que, encore une fois, on a eu deux modèles, l'iPhone 8, l'iPhone 8S, qui se caractérisent par une différence d'écran et par un double objectif photo du côté de l'iPhone 8 Plus. Et donc on se retrouve avec une gamme qui va de nouveau commencer au 5S. Donc le 5S reste toujours là à 369 €, je crois. Ouais. Il est suivi par l'iPhone 6S et le 6S Plus qui reste toujours à la gamme. Le plus petit, c'est le SE maintenant. On l'appelle plus 5 depuis longtemps. Le SE, pardon, my bad, je me suis trompé. Effectivement, le SE. Donc ils sont suivis par le 6S et le 6S Plus à 529 et 639 €. Ensuite, par le 7 et le 7 Plus à 639 et 779 €, avec le 8 et le 8 Plus qui sont à 809 et 919 €, et qui sont coiffés, alors là, effectivement, on l'a dit, prenez rendez-vous avec votre chirurgien pour vous faire enlever un rein, l'iPhone X, de la mort qui tue, à 1159 €. Et la grande blague chez nos amis français, c'est que Apple a réussi à vendre un téléphone qu'on paye plus que le SMIC. Oui, il y a ça. Juste un tout petit correctif, une petite précision. On ne dit pas iPhone X, mais bien 10 ou 10. iPhone 10, oui. Puisque c'est en chiffre romain, c'est 10 en chiffre romain. Non, mais autant le dire, parce que sinon on va encore se faire allumer. Ok, donc iPhone 10, pardon messieurs, n'ayez pas trop évolué pour moi. Alors, l'iPhone 10, justement, puisqu'on parle de lui, on a eu droit au fameux One More Thing cher Steve Jobs. Donc ça, il faut dire, ils ont bien géré le truc. Même si concrètement le truc avait fuité de A à Z dans la presse, tout le monde savait à quoi s'attendre globalement, même si les gens ont bien joué la surprise, ont applaudi comme il fallait. Oui, je trouve ça un peu moisi ça d'en faire un One More Thing, soit dit en passant. En général, c'est quelque chose de très inattendu, un One More Thing. Oui, là c'était franchement le truc. Si ça n'avait pas eu lieu, il y aurait eu un scandale. Apple se serait fait descendre. Donc le One More Thing était un peu déplacé, mais soit. Donc pour l'État, on a un téléphone qui. Alors c'est vrai que visuellement c'est très beau. On a je vais être méchant, on a presque l'impression de voir un Galaxy S8 ou un LG V30. Il y a juste la petite barre au-dessus qui franchement dépote pas mal. Je trouve que contrairement à beaucoup de gens, je trouve que l'implantation est pas mal faite du tout. Parce que bon, ça n'est de rien, mais pour pouvoir découper un truc comme ça dans un écran OLED, ça demande des procédés de fabrication qui sont pas piqués des hannetons. Et là-dedans, il y a quand même un concentré de technologie qui va vous permettre de... Alors ça, j'attends de voir aussi, parce que de nouveau, c'est une démo technologique. Le truc s'est vautré une fois pendant la démo, mais ça, c'est l'effet Bonaldi. Si ça passe, c'est pas drôle. Mais donc, le truc va être capable de pouvoir faire de la reconnaissance faciale avec une qualité de reconnaissance avec un taux d'erreur de 1 sur 1 million. Ça, c'est ce qui est annoncé. Tout en permettant d'éviter qu'on puisse débloquer votre téléphone en lui présentant une photo ou même un masque à votre effigie. D'accord. Donc là, j'ai quand même un petit peu de mal à voir. Bon, il y aura des tests qui vont être faits. Je ne sais pas qui va être le premier à dégainer le masque en latex pur pour tester le truc, mais ça va être pas mal. Sinon, au niveau du téléphone, alors... Le truc que j'ai vu revenir le plus souvent dans les critiques, puisque bon, on n'est pas là pour encenser le truc, d'autres le font, on n'est pas là pour le démolir non plus, bien sûr, mais on est là pour poser les bonnes questions. Donc, ce que j'ai vu jusque maintenant, la question, on va dire, qui revient le plus, c'est ce qu'on a vu dans la démo. C'était une démo, donc c'est pas une utilisation réelle encore. C'est que le déblocage et l'activation par Face ID, donc ce fameux système de reconnaissance faciale, semble plus lent. D'accord. Est-ce que dans un cas concret, dans une utilisation quotidienne, est-ce que ça va être quelque chose qui va être handicapant ? Est-ce que c'est quelque chose qui est susceptible d'être amélioré par voie logicielle avec les futures versions d'iOS ? À voir. Et effectivement, lorsqu'on voit la vidéo, je ne parle pas du foirage, mais je parle vraiment des cas réussis. Il faut quand même regarder le truc pendant 1 à 2 secondes avant que pauvre, je peux. Ça peut être contraignant. Ça peut être contraignant. Et alors, ça pose une autre question. Qui est une question qui m'a été... Enfin, je suis tombé dessus au début, je me suis dit, c'est pas possible, il y en a un qui se fait un gros délire, et puis en réfléchissant, non. L'un des avantages énormes de l'iPhone, c'était son niveau de sécurité. Rappelez-vous,
Le FBI a dû payer cher et vilain pour faire débloquer un iPhone il y a une époque, suite à une application dans un attentat terroriste. À partir du moment où ils ont le propriétaire de l'iPhone ici, globalement, la police, elle a qu'à le taper devant votre tronche. Oui, c'est vrai. Et voilà. Et donc la sécurité proverbiale de l'iPhone. Attention, une précision par rapport à ça, c'est que ils ont quand même indiqué que justement le moteur d'intelligence artificielle qu'ils avaient mis dedans était capable de détecter l'attention de la personne qui regarde. C'est-à-dire si vous regardez sur le côté ou que vous fermez les yeux, ça ne marche pas. D'accord. Donc a priori, il suffirait que quand le douanier vous montre le téléphone, vous regardiez ailleurs et il peut aller se faire voir. Mais ils ont les moyens de te faire regarder devant. Oui, mais justement, en utilisant ces moyens, tu n'auras peut-être plus la même tête. Mais par contre, et puis surtout, s'ils avaient les moyens de vous faire regarder le téléphone, ils ont aussi le moyen de prendre votre doigt et de le poser sur le capteur. C'est pas faux, effectivement. Ça, c'est pas faux. Oui, on pinaille. Il peut vous arracher les ongles pour vous prendre votre code aussi. Par exemple. On pinaille, évidemment, mais voilà. Le petit... Moi, on m'a dit que le problème... Enfin, ce qui fait un petit peu le buzz, ce plantage qui n'en est pas réellement un au début, c'est un petit peu comme quand on active la première fois le Touch ID, il demande aussi le mot de passe à la première connexion, et c'est ça en fait qui se serait passé, c'est qu'ils sont tellement contents de leur truc qu'ils ont été un petit peu vite en besogne et qu'ils n'ont même pas testé manifestement avant la keynote, ou en tout cas pas sur cet appareil-là, et donc l'appareil a redemandé le code en 4 chiffres comme il le ferait avec un Touch ID classique. C'est l'explication, elle vaut ce qu'elle vaut, après... À l'époque de Steve Jobs, le type qui était responsable de la démo, il aurait terminé à pisser des lignes en COBOL. Hein. Peut-être. Au minimum. C'est une belle expression. Bon, alors, on en a parlé avec Marc. Dis-nous, ta conclusion peut-être, ou avant de passer la parole à Sébastien, parce que... Non, on va passer la parole à Sébastien. Écoute, la conclusion, elle est honnêtement, l'iPhone X était une très belle machine. Ben oui. Elle fait envie, c'est vrai, même pour moi qui ai juré de plus jamais repasser sur iPhone, pas pour des raisons idéologiques, mais parce que je suis très bien sur Android et j'apprécie vraiment le degré de liberté que j'ai maintenant. Mais il y a quand même quelques petites fautes de goût. Cette énorme protubérance avec l'appareil photo, moi, ça me reste un peu en travers de la gorge sur un truc qui est censé représenter la quintessence du design de l'iPhone. Ils se sont tellement épanchés dessus que... Ok. Alors, un truc qui est bien, enfin, on a la recharge sans fil. Merci, les gars. Enfin, on a un truc qui est sur un standard ouvert, le standard Qi. Merci, les gars. Ça fait des années qu'on attend des trucs qui sont comme ça. Par contre, pourquoi vous n'avez pas remis un port jack, s'il vous plaît, quoi. Ah oui, ça, le fameux port jack, donc n'est pas de retour ni sur le 8, ni sur le 10. Ni sur le 10, effectivement, alors que je fais de nouveau un parallèle avec le LG V30. Là, le port jack est là, il y a même un DAC audio haute qualité qui a été mis dessus, et voilà. Oui. Pas d'USB-C non plus, toujours du port Lightning. Toujours du Lightning, effectivement. Oui. Là, Apple il reste cohérent, il reste fidèle à eux-mêmes. À mon avis, tant qu'ils n'auront pas le couteau sous la gorge, ils le changeront pas. Ils ont un écosystème trop vaste que pour se permettre de faire le shift comme ça. Bien fait le tour de la question. Hein. On a bien fait le tour de cette keynote. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent, et plein d'auditeurs qui se disent, ouais, mais ils n'ont pas parlé de tout. Non, on peut pas parler de tout. On le sait. On a l'habitude de ça. Hein. On ne fait pas de suivi de keynote en direct comme d'autres. On ne fait pas de spécial, de hors-série. On a fait ça dans le temps, hein, mais on ne fait plus de hors-série spéciaux pour ce type de produit. On le fait pas pour Samsung. On le fait pas pour LG, on le fait pas pour d'autres, on le fait pas pour Apple non plus. Par contre, on vous en parle tel que ces garçons-là l'ont jugé, l'ont ressenti, entre guillemets. C'est leur opinion qui donne. C'est pas, voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, vous partagez ou pas, vous abondez ou pas, vous commentez. Ça, vous pouvez sous la vidéo sans aucune difficulté. Je vais passer la parole à Sébastien parce que dans l'équipe, il nous en manquait un Apple addict. Il en fait partie, voilà, un vrai fan de la pomme, Sébastien. Donc tu vas nous parler du petit plus, on va dire, de ce que propose l'iPhone 10, Sébastien. Alors oui, déjà, disclaimer absolu, je suis un fanboy assumé, donc voilà, c'est assumé. C'est dit. Oui, j'ai attendu pendant toute une nuit devant un Apple Store une fois pour prendre l'iPhone à la sortie. Donc voilà, comme ça c'est posé. Oui. Quelques éléments qui m'ont marqué. Bon, déjà le chargement sans fil avec la technologie Qi, ils l'ont aussi sur l'iPhone 8, donc ça c'est intéressant quand même, sur entre guillemets le nouvel iPhone du pauvre, enfin du pas très riche. Il a aussi le chargement sans fil
fil. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur l'iPhone X, en l'occurrence, c'est vraiment le côté intégration. Donc, ils se sont pas contentés de faire de la reconnaissance faciale comme d'autres l'ont fait, mais ils ont fait un truc qui fonctionne a priori dans tous les cas de figure. Alors, bien sûr, il faudra tester, mais je prends comme à titre de comparaison un article qui est sorti dans Ars Technica, je crois, hier, qui parlait de la reconnaissance faciale sur le Galaxy S8, qui a déjà été trompé par une simple photo, et même pas par une photo papier, par une photo sur un téléphone, donc avec les reflets et tout, c'est passé quand même. Donc, et Samsung qui a précisé d'ailleurs que leur technologie de reconnaissance faciale n'a jamais été conçue pour de l'authentification, mais uniquement pour du déverrouillage. À ce moment-là, je vois pas trop ce que ça apporte par rapport à un simple swipe, mais bon, soit. Oui, c'est un gadget, quoi. C'est pas une analyse biométrique précise, voilà. Donc c'est un argument, on peut l'entendre. Ah oui, tout à fait. Mais là, du coup, ce qu'a précisé quand même Apple, c'est que leur Face ID est aussi utilisable pour l'authentification pour Apple Pay, par exemple. Donc, pour vos paiements, vous mettez votre téléphone. Voilà. Ça pose question, quand même. C'est autre chose qu'un distributeur de papier toilette, quoi. Je veux dire, parce que ça existe aussi. On en avait parlé. Je crois que au Japon, il y a des distributeurs de papier toilette avec reconnaissance faciale pour éviter d'en consommer trop. Enfin, c'était juste une parenthèse. Donc ça fonctionne aussi bien dans toutes les conditions de lumière possibles et imaginables, a priori. Encore une fois, ça faudra tester. Ça fonctionne même si le téléphone est posé sur la table devant vous. Donc j'ai l'impression que l'objectif de la caméra infrarouge est relativement grand angle, ce qui permet de fonctionner dans pas mal de cas de figure, et de fonctionner aussi même si vous changez de coupe de cheveux, si vous mettez des lunettes, si vous laissez pousser la barbe, tout ça devrait fonctionner grâce à ce fameux moteur d'intelligence artificielle qu'ils mettent dedans et qui va apprendre au fur et à mesure que vous changez de tête. Donc tout ça, encore une fois, ça comme la réalité augmentée, comme un certain nombre de features qu'ils ont pu démontrer. Moi, ce que j'aime toujours dans Apple, et c'est pour ça que je reste un fanboy, c'est le côté intégration. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'ajouter des lignes sur une spec sheet, mais ils intègrent ça au mieux avec le software, le hardware, etc., pour en faire quelque chose de vraiment utilisable. Et ça, c'est assez admirable. Alors, on pourra sourire de la démonstration des fameux Animoji. Toujours est-il que sur le marché des ados, alors là aussi des ados très riches, c'est clair. Et des Chinois, parce que ça reste un gros marché pour eux, ça va sûrement faire un malheur. Et j'attends avec impatience les premières applications qui permettront de mapper la tête d'Obama sur mon visage et de lui faire dire tout ce que j'ai envie de lui faire dire. Donc, ça fait peur quand même. Oui, mais ça existe déjà. On a vu des démonstrations de ça, mais c'est vrai que le voir dans un simple téléphone. Serait-ce un téléphone à 1300 €, voilà, c'est toujours assez impressionnant. Et il y a déjà des démos qui commencent à apparaître d'applications du genre votre chirurgien ou votre dentiste qui vous montre les effets d'une opération directement sur votre téléphone avec un 3D mapping, puisque c'est ça la technologie qui est utilisée. Donc c'est assez bluffant quand même. Ça, pour faire ça et pour faire de la réalité virtuelle, parce que ça le fait aussi, il faut de la puissance de calcul. Exactement. Et donc c'est vrai qu'on a vu les premiers benchmarks arriver. Donc il y a un site qui s'appelle Geekbench qui permet d'uploader en fait des tests que vous faites tourner avec une application sur votre téléphone et qui permet de rassembler comme ça des scores. Alors effectivement, ça reste des tests assez artificiels, on va dire, dans le sens où c'est des algorithmes qui tournent, qui sont un peu toujours les mêmes, mais en tout cas la valeur relative des scores est intéressante. Et là on voit que effectivement les premiers tests de l'iPhone X s'avèrent être plus puissants même qu'un MacBook Pro 13 pouces de cette année en score. Plus puissant, à 60% je crois plus puissant qu'un Galaxy Note 8 en multicore. On a des scores qui explosent quasiment x2 le Galaxy S8. Donc, presque 4 fois l'iPhone 7. Ouais, donc quand on parle d'obsolescence programmée, là on y est bien. Mais voilà, c'est une puissance de calcul qui se justifie effectivement par le moteur d'intelligence artificielle qu'ils mettent dedans. Je crois que les chiffres évoqués, c'était 600 milliards d'opérations par seconde. C'est assez énorme ce qu'on a dans nos poches maintenant quand on y pense. Et voilà, donc c'est une belle bête. Pour moi, le prix du coup se justifie étant donné la technologie qui est dedans. J'ai regretté pendant un temps, avant d'avoir vu les prix, j'ai regretté qu'il n'y ait pas une option à 512 Go, parce que quand même le Bestio tourne des vidéos en 4K à 60 frames par seconde.
Donc là, ça va vite bourrer. Voilà. Et donc, à mon avis, les 256 Go vont être un tout petit peu justes, mais en même temps, je me suis dit, là, s'ils avaient fait ça, c'était 1500 € facile. Là, c'était pas le bras, c'était le testicule gauche qui passait. Ouais. C'était la moitié de. Voilà. On pouvait couper un homme en deux. Moitié iPhone, moitié homme. Oui, enfin, le prix, on va pas en faire des tonnes non plus. Effectivement, vous pouvez avoir une voiture à 50 000 € et elle va pas rouler moins vite ou plus vite qu'une à 25 000 €. Soyons clairs, c'est une question de goût, de ce que vous avez envie de mettre la main à la poche. Personne n'a besoin, on va être clair, hein, vous êtes tous les deux d'accord avec moi, personne n'a besoin d'un appareil, d'un iPhone X, enfin 10 plutôt, à 1200 €. Personne n'a besoin de ça, soyons clairs. Mais tu peux avoir une Tesla à 150 000 €, elle va rouler beaucoup plus vite que les autres. Oui, ça on en reparlera d'ici quelques minutes. Mais voilà, donc là on est clair, on est dans quelque chose de superficiel, mais voilà, on fait commerce de ça aussi, quelque part, et en tant que technophile, on ne peut qu'être un peu séduit quand même par l'innovation que ça représente, si on peut parler encore d'innovation, en tout cas l'évolution, parce qu'on le dit à chaque keynote, il n'y a plus vraiment de révolution là, hein, on est dans de l'évolution. En tout cas, on reprochait à Apple d'être en retard sur le reste du marché. Là, je pense que, honnêtement, je ne vois pas ce qui manque encore à ce téléphone par rapport à la concurrence. Tout y est, ils ont bien rattrapé le retard. Maintenant, c'est retour au centre, la balle au centre. Ouais. Donc, moi, j'étais un petit peu surpris. Alors là, je vais pinailler vraiment. Je me refais d'avoir un fanboy avec nous. C'est sur le design de la face avant de l'iPhone 10, la partie supérieure qui fait comment on va appeler ça, un encart noir dans l'écran. Je me demande, alors on ne parle pas en son nom, on ne se met pas à la place du personnage, etc. Mais si à l'époque de Steve Jobs, s'il aurait laissé passer ce genre de petits détails qui, moi, pour un appareil Apple, me choque un tout petit peu. Qui peut répondre ? Alors, il faut voir ça en contexte, parce qu'effectivement, toutes les photos qui sont sorties pour l'instant le montrent avec un magnifique fond d'écran multicolore, et on voit clairement la petite découpe. Il ne faut pas oublier qu'en utilisation normale, c'est-à-dire pas en utilisation de jeu ou en visionnage de vidéo, il y a une barre de contrôle qui se met de part et d'autre de cette zone et qui affiche l'heure, le pourcentage de batterie, la force du signal, etc. Et donc, avec le taux de contraste qui est offert par un écran OLED, tu ne vas pas le voir. Ouais, il va être noyé dedans, effectivement. Mais je pinaillais, soyons clairs, je pinaillais comme un Apple fan. Oui. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, là où ça m'a vraiment inquiété quand j'ai vu ça, c'est parce que je suis développeur d'applications iOS aussi. Comment le gérer, c'est le côté, c'est comment gérer cet écran qui n'est plus rectangulaire du tout. Il y a des coins arrondis en bas, il y a ce fameux encoche en haut, avec les coins arrondis en haut. Donc l'écran, il a une forme vraiment très bizarre. Et donc Apple a bien sûr sorti la petite documentation et la petite vidéo qui va bien pour expliquer le design d'application en tenant compte de ces contraintes-là. Et effectivement, ça change quelques éléments, mais encore une fois, ils ont pensé le truc jusqu'au bout. Et il y a tout ce qu'il faut au niveau design pour prendre en compte ce truc-là et l'intégrer correctement dans les applications. Ça veut dire que dans les applications, la zone de débordement va être plus large quelque part Alors, c'est-à-dire que la barre de statut va être un peu plus large, effectivement, donc va laisser un peu moins de place sur l'écran, sachant qu'on en a déjà beaucoup plus. L'écran lui-même fait exactement la même largeur en termes de résolution que les anciens téléphones. Il est simplement plus haut, donc on aura plus d'espace scrollable, on va dire. D'accord. Mais au-delà de ça, tout est conçu pour que le contenu soit contenu à l'intérieur et qu'on puisse facilement désactiver et cacher les différents éléments, y compris le petit indicateur, puisqu'il n'y a plus de bouton Home. Donc c'est vrai, oui. Pour sortir des applications, il y a cette petite barre discrète en bas. Et on pourra même cacher ça pour ne plus que ça traîne au milieu. Donc c'est assez bien foutu. Ok, affaire à suivre, comme on a toujours l'habitude de dire dans ce podcast, parce que évidemment tout ça évidemment toujours très très vite. On va voir aussi comment ça se passe, les gens qui vont tester toute cette technologie. Tu feras à l'occasion, bienvenue évidemment, ou un retour d'expérience, parce que sinon... Voilà, retour d'expérience, tout à fait. Si tu le jettes pas contre un mur, c'est pas vraiment un test. Ah bah non, 1300 € contre le mur, mince. Et donc, ou dans le shaker, dans le blender. Oui, c'est ça, Will It Blend. Ah, ça j'attends le Will It Blend. De celui-là, quand même, il faudrait oser. Ah non, ils vont sûrement le faire. Alors, la reconnaissance faciale va beaucoup moins bien marcher, du coup.
Voilà, on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas un seul instant. Ne nous allumez pas. On n'est pas un podcast spécialisé Apple. On en parle parce que ça fait partie de l'ensemble des technologies qu'on aime bien explorer et regarder. Si vous pensez qu'on a dit une grosse bêtise, n'hésitez pas à nous le faire remarquer. On fera un erratum dans le prochain épisode. On peut passer à la phase B, j'allais dire, à la lettre B, puisque quand même on est dans notre abécédaire. B comme blockchain, ça tombe bien, on a un spécialiste avec nous. Voilà, j'ai trouvé quelques news intéressantes qui méritaient d'être mentionnées. Alors, si vous suivez un petit peu l'activité des crypto-monnaies, des ICO et autres blockchains, effectivement, il y a eu un article assez intéressant hier de la part avec une interview plutôt du fondateur de la blockchain Ethereum qui s'appelle Vitalik Buterin, célébrité s'il en est dans ce domaine, puisque lui on sait qui c'est, contrairement à l'autre, Satoshi Nakamoto, voilà, c'est ça, et qui a donné son avis sur la récente recrudescence des ICO et l'explosion de cette tendance-là, avec la bulle qu'on peut craindre. Il faut peut-être rappeler ce que c'est un ICO, parce qu'on l'a déjà dit la semaine passée, mais rappelle-le, c'est toujours bon. Alors un ICO, c'est un acronyme qui veut dire Initial Coin Offering, c'est vraiment le pendant blockchain de ce qu'on appelle les IPO, donc les Initial Public Offering, sauf qu'une ICO, dans l'histoire d'un projet, arrive beaucoup plus tôt qu'une IPO, y compris, pour faire en gros, c'est une levée de fonds collaborative qui permet de financer un projet lié de près ou de loin à la blockchain. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est notamment que Ethereum, la blockchain Ethereum elle-même, a été financée au départ grâce à une ICO, la toute première ICO de l'ère moderne, on va dire. Et donc voilà, ce que dit Vitalik, c'est qu'en gros, les ICO ne sont pas toutes mauvaises ou toutes bonnes. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Mais effectivement, la tendance actuelle est un petit peu à la démesure et à la volatilité. On ne sait pas, on n'a pas vraiment les bons critères pour évaluer les projets. Et surtout, il y a une espèce de conflit que je trouve assez intéressant qu'il évoque entre, d'un côté, les innovateurs qui voient dans ces tendances quelque chose de très intéressant à développer et qui, du coup, ça monte en valeur. Et puis, d'un autre côté, les spéculateurs qui, eux, se foutent un petit peu de l'intérêt technologique ou innovant du truc. Ce sont des choses qui arrivent de temps en temps, c'est que ça bloque de temps en temps. Et là, on est en train de perdre notre ami Sébastien, j'ai l'impression. Ou alors, voilà, il est un petit peu bloqué. Sébastien, j'espère que ça va se débloquer. 1, 2, 3. Les allées directes. Voilà, Sébastien qui lag fortement. Je suis revenu. Voilà. Par contre, je sais plus à partir de quand tu as lagué. Donc il va falloir revenir un tout petit peu en arrière. ICO, on en avait parlé la semaine passée parce que les Chinois ne sont pas trop d'accord avec les ICO, manifestement. Non, de toute évidence, les Chinois ne sont pas trop d'accord avec les ICO. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est des offres de financement qui échappent un petit peu à leur contrôle, et ça, ils aiment pas trop, nos amis chinois. Et pour couronner le tout, donc il y a eu effectivement cette histoire avec les Chinois qui ont interdit les ICO. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir interdire, vu que la technologie est complètement décentralisée et ça va être compliqué à contrôler. Mais surtout, il y a eu une news hier. Le président directeur général de JP Morgan Chase, grosse banque d'investissement s'il en est, nous a expliqué que de toute façon le Bitcoin c'était une arnaque, que s'il prenait le moindre de ses employés à acheter des Bitcoins, il serait viré sur le champ, et que tout ça n'était que de la foutaise et que ça allait forcément s'arrêter à un moment donné, ce qui a provoqué assez rapidement une chute drastique du Bitcoin qui aujourd'hui a dû passer sous les $3000, je pense. Donc mauvaise affaire pour ceux qui ont investi dans le Bitcoin ces dernières semaines, quoi. Ou bonne affaire pour lui. Ou bonne affaire pour lui. Parce qu'il en a racheté plein. Voilà. C'est ça, voilà. Du coup, c'est quand même assez... Enfin, on en reparlera dans des hors-séries, hein, Sébastien. Il y a matière à beaucoup parler de tout ça, mais c'est cette volatilité un petit peu programmée. Il va falloir à un moment donné légiférer. Enfin, il va falloir qu'une instance supérieure contrôle un petit peu tout ça, comme au niveau de la bourse, quoi, en quelque sorte. Est-ce que ça, c'est possible, malgré que ce soit décentralisé, etc. Est-ce qu'on va arriver à ça à un moment ?
Personnellement, j'y crois pas du tout, parce que justement, il faut sortir. Enfin, ce sont des technologies qui nous invitent à sortir de nos schémas traditionnels, et qui nous invitent à nous poser la question de savoir comment on peut réglementer de manière centralisée une technologie qui est aussi décentralisée. Ouais. Pour moi, ce à quoi il faut œuvrer, c'est justement faire redescendre le pouvoir en marge, j'ai envie de dire, et permettre aux gens d'avoir tous les outils nécessaires pour évaluer la valeur des projets, pour que le réseau s'autoréglemente comme finalement la monnaie elle-même a pu s'autoréglementer sur le Bitcoin. Et il y a un deuxième élément qu'il faut pas oublier non plus, c'est que toutes ces monnaies, toutes ces crypto-monnaies, aussi technologiquement avancées soient-elles, elles en sont encore qu'à leur début, et donc elles n'ont pas l'inertie que peuvent avoir les technologies qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de volume de transactions, il n'y a pas suffisamment d'acteurs pour absorber tous ces chocs. Dès que un CEO d'une grande banque sans aucune crédibilité nous balance ça, toute la communauté s'affole, et vous avez des mouvements massifs qui ne sont pas du tout amortis. Donc ça, c'est des choses qui vont évoluer aussi avec le temps, avec la diffusion de ces technologies-là. Et donc, voilà. Des mouvements qui sont impressionnants, forcément, hein, quand on voit les graphiques coupés au cordeau, ça peut faire peur, et donc c'est vrai que on attend de voir, comme d'habitude, on le dit, on le répète, attendons de voir. Je sais pas si Marc avait un truc à rajouter sur ce sujet passionnant s'il en est, mais on en reparlera bien entendu à l'occasion, vous vous en doutez. On va repasser la parole justement, Marc, pour parler de la lettre C comme CPU, et on va parler du fondeur AMD, Marc, qui reprend méchamment du poil de la bête, on peut le dire. Oui, effectivement, et ça c'est dû à un concours de circonstances assez favorable pour AMD. En fait, c'est un concours de deux événements. Le premier, c'est que purement structurellement, AMD, début de l'année, a introduit une nouvelle gamme de processeurs, les Ryzen, qui, il faut bien le dire, dépotent grave leur race. C'est vraiment des très très belles machines, des très belles bêtes. Ils viennent de sortir la dernière instance, c'est une version 16 cœurs 32 threads, c'est une machine de guerre monstrueuse. Et grâce à cette puce, cette famille de puces, le fondeur a réussi à rattraper un retard notable sur Intel, au tel point qu'en août 2017, pour la première fois depuis longtemps, les forces se sont inversées au niveau des chiffres de vente. AMD a réussi à détenir plus de parts de marché que Intel, 56% contre 43, contre 44 exactement. Attention, sur les derniers modèles, donc autrement dit, pas sur l'ensemble de l'offre. Mais c'est assez intéressant parce que c'est une tendance qui ne s'était plus exprimée depuis 10 ans. Sur une famille de produits aussi récente, c'est vraiment que l'enthousiasme qui a accompagné cette nouvelle production est suffisamment importante que pour inverser cette vapeur qui était quand même fortement en faveur du fondeur classique. Ouais. La deuxième chose, c'est que, juste en même temps, Intel a obtenu Intel a obtenu que le tribunal de l'Union européenne rétudie le cas. Vous vous rappelez, en 2009, Intel avait reçu de la part de l'Union européenne une amende monstrueuse, 1 milliard d'euros et quelques, pour pratique anticoncurrentielle. Le truc avait été plus ou moins gelé. À la suite d'une plainte d'AMD, le tribunal va devoir réétudier le jugement qui confirmait cette amende. On est donc dans une zone d'incertitude au niveau du sort qui va être fait à Intel suite à ce réexamen. Est-ce qu'Intel va s'en tirer dans de meilleures conditions, ou au contraire l'amende va être confirmée avec peut-être encore un petit coup de pouce supplémentaire pour enfoncer le clou. Toujours est-il que ce climat d'incertitude et la perte de repère d'un Intel numéro 1, toute catégorie dans le marché du CPU, profite nettement à AMD qui revient en force et qui, de nouveau, nous ramène un marché compétitif, ce qui est tout bénéfice pour nous. Effectivement, du coup là c'est nous, ce sont les clients qui sont toujours gagnants, hein, absolument dans l'affaire, et dès la première annonce Ryzen, on se rappelle de ça, on avait parlé dans un épisode passé forcément, on s'attendait quand même un peu à ce que ça dépote, et comme tu le disais, que ça dépote plutôt grave pour le coup, et que ça relance un petit peu ce marché, enfin qui est de l'émulation de ce côté-là aussi, parce que c'est vrai que tout seul en tête, faire la course en tête si longtemps, c'est monotone. C'est monotone, et puis c'est pas très sain non plus pour le marché, il faut être clair. Ok, voilà, ça c'était pour la lettre C comme CPU. On peut passer la lettre E dans notre alphabet à nous, on passe directement à E, pour parler d'espace. C'est l'autre marotte de notre ami Sébastien, de notre nouvel ami, je vais dire. C'est la conquête spatiale, et c'est vrai qu'avec Marc,
et avec d'autres dans l'équipe, on aime bien aussi, il faut pas se mentir. Sébastien, on parle de projets. Alors moi j'ai vu ça, c'est assez surprenant, de récupération de déchets, de débris. C'est vrai que là-haut, c'est un petit peu le bordel. Ah oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, il y a eu un incident qui a été assez marquant. Il y a un satellite de la constellation Iridium. Donc, Iridium, c'est les systèmes de téléphone par satellite, qui a malencontreusement percuté un vieux satellite décommissionné de nos amis russes. Ouais. Et ça a créé 3000 débris. Donc, les deux satellites se sont télescopés, ce qui a créé 3000 débris sur une constellation, sur une orbite où il y a beaucoup de satellites, puisque la constellation Iridium, il me semble, ancienne, en tout cas, c'était plus de 30 satellites sur la même orbite. Donc une orbite, c'est une sphère en fait autour de la Terre. Et donc c'est ce qui n'était pas du tout un problème auparavant, en est devenu tout d'un coup un énorme, puisque dès qu'il y a un débris qui rentre dans un satellite, aussi petit soit-il, il faut bien voir que c'est des débris qui tournent à plusieurs kilomètres par seconde, et donc ça peut faire des dégâts assez conséquents. Donc et il y en a pas qu'un peu, des débris c'est une vraie poubelle là-haut. Tout à fait. Donc en gros, on estime que les débris qu'on peut voir déjà au radar, donc les Américains ont des radars qui permettent de voir des débris au-delà de 10 cm, en dessous on voit pas. Donc on traque à peu près 23 000 débris de plus de 10 cm, et des fois c'est plusieurs mètres, c'est des satellites entiers. On appelle débris aussi n'importe quel satellite qui ne fonctionne plus. Faut savoir qu'il y a 3/4 des satellites qu'on a envoyés en orbite qui ne fonctionnent plus, donc c'est quand même assez énorme. On parle de 6800 tonnes de matériel. Ah oui, mais c'est des congélateurs, c'est comme si on avait des congélateurs qui nous tournent au-dessus de la tête, qui ne servent à rien, quoi. Tout à fait. Et alors, pour les débris plus petits, qui n'en restent pas moins dangereux, on parle quand même de plus de 700 000 débris de plus d'1 centimètre, donc entre 1 et au-delà d'1 centimètre, et plus de 100 millions de plus d'1 millimètre. Donc c'est quand même assez conséquent. Ce sont autant de projectiles dangereux pour les technologies environnantes, pour les hommes aussi, j'imagine, qui iraient dans l'espace. La moindre vis lancée à cette vitesse-là, c'est une balle, quoi. Voilà. Donc on a tous en tête le fameux film Gravity, dans lequel ça arrive très très vite, mais c'est surtout un gros souci pour l'envoi de satellites, puisque le moindre débris qui percute un satellite risque de provoquer une explosion qui elle-même va produire plein de débris, etc. Et on a une réaction en chaîne assez rapidement qui peut devenir très gênant. Et on a déjà comme ça des orbites qui sont quasi inutilisables parce que il y a juste trop de débris. Alors pour la Station spatiale internationale, elle est relativement protégée parce qu'elle est sur une orbite assez basse, donc assez proche de l'atmosphère, où les débris sont vite ralentis et rejoignent, sont pulvérisés dans l'atmosphère assez vite. Mais dès qu'on arrive sur des orbites très hautes, ça devient un gros souci. Voilà. Et donc l'idée, c'est de dépolluer. Voilà, tout à fait. Donc il y a plusieurs projets maintenant qui commencent à apparaître pour aller dépolluer tout ça. Donc on a trouvé un article qui faisait un petit état des lieux de ce qui existait, en tout cas de ce qui allait exister, puisque tout ça, ce sont des projets qui ont commencé seulement. Enfin, on a commencé à s'inquiéter du ramassage des débris spatiaux depuis peut-être les années 90, alors que ça fait 50 ans qu'on envoie des satellites en l'air, quoi. Donc la planète existe depuis bien plus longtemps. On commence seulement à s'inquiéter maintenant de la pollution. Le parallèle est tout à fait pertinent. C'est exactement ça qui se passe, quoi. Et le Japon, par exemple, Oui. Et ce qui se passe, c'est que personne n'avait conçu les satellites à la base pour être récupérables ou en tout cas se détruire, ou etc. Donc c'est très secondaire. Les Japonais ont conçu, par exemple, une solution qui s'appelle Astroscale ELSA-D, c'est ça ? Voilà, donc ça c'est une mission qui devrait être envoyée par une société privée japonaise qui s'appelle Astroscale. La mission s'appelle ELSA-D et leur objectif c'est de déployer un petit satellite avec un bras équipé d'un gros magnète très puissant, d'un gros aimant, pour rattraper les déchets et ensuite les faire descendre dans l'atmosphère où ils seront pulvérisés. Donc ça c'est la version japonaise. La version américaine, c'est la NASA qui la propose avec le Braincraft. Alors ça, pour le coup, c'est très intéressant comme concept, parce que il faut bien voir que quand on envoie quelque chose pour aller ramasser des débris, c'est pas pour en créer de nouveaux. Or, quand on a des débris qui circulent, comme je disais, plusieurs kilomètres par seconde, sur des trajectoires qu'on ne connaît pas en plus, tout le défi, c'est d'arriver à l'attraper sans se faire percuter soi-même. C'est ça. Donc, le projet Braincraft de la NASA est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est une espèce de vaisseau qui fait 1 mètre carré sur quelques microns.
D'accord. Donc c'est un vaisseau hyper plat, une espèce de couverture de l'espace qui va pouvoir voyager et aller attraper des débris assez petits dans un premier temps pour pouvoir les emballer et ensuite les propulser dans l'atmosphère pour qu'ils aillent s'autodétruire. Ce qui n'est pas une mauvaise idée, hein, c'est ce qu'on fait en général quand il y a une mouche. On jette un essuie à travers la plaie, c'est un petit peu ça. C'est la même idée. Hein, c'est à mon avis, exactement la même idée. L'Europe n'est pas en reste, l'ESA a également sa solution. Alors, ils ont en tout cas un projet pour aller chercher des solutions. Le projet s'appelle ED-Orbit. Et là, il y a encore plusieurs technologies qui sont à l'étude, notamment une technologie de filet. Donc, en gros, vous avez un satellite qui est équipé d'une espèce de gros filet qu'on peut jeter autour d'un satellite et puis ensuite qu'on peut rattraper pour le propulser de nouveau dans l'atmosphère. Ça, c'est la chasse aux papillons, quoi. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. C'est la chasse aux papillons. Et il y a une autre technologie qu'ils vont étudier aussi, qui est là plus une espèce de bras robotisé, sachant que l'avantage de cette technologie-là serait que le même satellite camion poubelle, on va dire, pourrait effectuer plusieurs missions et même pourrait faire des missions de ce qu'on appelle de ravitaillement en vol, ce qui est très économique. Donc là, permettrait aussi de financer la mission en allant d'une part faire, je sais pas, le plein de carburant d'un satellite et puis d'autre part aller en détruire un autre. Donc là, c'est encore un projet, il y a encore beaucoup d'études à faire, mais il y a des choses assez intéressantes qui sont en cours de ce côté-là aussi. La NASA, on en a déjà parlé, mais ils ont plusieurs projets en cours, manifestement, à plusieurs niveaux. C'est quoi le Gecko Gripper ? Alors la NASA, donc ça effectivement c'est plus une technologie en particulier qui pourrait être très utile. Ils sont en train de tester un petit mécanisme parce que comme je disais, la grosse difficulté c'est d'attraper ces satellites en plein vol, sachant que ce sont des choses qui n'ont pas été conçues pour être attrapées. Il n'y a pas des poignées où on peut s'accrocher ou quoi que ce soit. C'est en général des cubes assez lisses, avec des panneaux solaires encore plus lisses. Et fragiles en plus. Et fragile en plus. Donc là, ils ont trouvé en s'inspirant des pattes des lézards du désert qui sont capables de s'agripper à peu près à n'importe quoi. Ils ont conçu un matériau qui permet d'agripper de manière assez forte, assez puissante, n'importe quelle surface lisse et surtout de ne laisser aucun résidu. Donc contrairement au velcro ou à des choses comme ça qui pouvaient être utilisées jusqu'alors, c'est des technologies qui permettent, là par exemple, avec une toute petite surface, ils ont testé ça et ils peuvent manipuler des robots de plusieurs centaines de kilos, voire un homme entier avec cette technologie adhésive. On va accélérer un tout petit peu. Encore une solution britannique, celle-là, c'est une société britannique qui propose un appareil également, enfin une solution pour attraper ces fameux débris. Voilà, donc ça c'est une solution qui est sponsorisée notamment par Ariane Defense UK et qui s'appelle Remove Debris. Et là c'est déjà plus avancé puisqu'il prévoit un lancement d'une première plateforme de test fin de cette année, début d'année prochaine. Et le but est de le lancer. Donc c'est un petit volume, si ça va être le plus gros volume qui sera jamais lancé depuis l'ISS. C'est un gros cube de 100 kilos. Oui, c'est ça, de 100 kilos, avec plusieurs devices dedans qui vont permettre de tester déjà la destruction d'un débris. Alors, il faut savoir quand même que il y a des règles dans ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec les débris de l'espace. Et en l'occurrence, il y a des règles qui interdisent d'aller choper les débris de quelqu'un d'autre. Au cas où, dans l'eau, il y a un satellite d'espionnage qui soit pas tout à fait déclaré. Enfin, oui, c'est ça, ouais. Donc, ou qui se fait passer pour un débris, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que des satellites, on en lance très régulièrement. J'allais dire tous les jours, c'est pas tout à fait le cas, mais on en lance très régulièrement et on va en lancer manifestement de plus en plus parce que je pense que maintenant il y a une nouvelle classe de satellites qui sont des microsatellites qui sont à peu près de la taille d'un cube de 10 cm de 10 cm carrés. J'avais vu ça il y a pas tellement longtemps et ce sont en général des satellites qui sont envoyés par des universités, enfin des gens qui font des études, etc., pour faire des analyses un petit peu particulières. Et là, ils en balancent un paquet, des nuées de petits satellites comme ça en un seul envoi. Donc voilà, cette histoire est loin d'être terminée. On va accélérer un tout petit peu parce que cet épisode va être un petit peu long, je le sens bien. Avec la lettre G, on n'est qu'à la lettre G. G comme Google marque pour parler d'une annonce de la fin de Drive. Ça nous embête un petit peu, il faut bien le reconnaître. Alors, mettons les choses au point tout de suite. Oui. Drive en tant que tel va continuer à exister, bien sûr. C'est un des services phares de Google. Non, ce qui va en fait mourir, c'est l'application Drive
telle qu'on la connaît pour Mac et pour PC. Elle va arrêter d'être prise en charge officiellement à partir du 11 décembre et elle s'arrêtera définitivement de fonctionner à partir du 12 mars 2018. D'accord. Mais, évidemment, comme Google ne compte pas nous laisser tout seuls en train de pleurer dans notre coin, 2 applications vont venir remplacer Drive. Il va y avoir d'un côté, pour le grand public, une application qui va s'appeler Backup and Sync, et pour les professionnels, Drive File Stream. Voilà, tout simplement. La différence entre les deux, eh bien, en fait, étant principalement au niveau de la finalité. C'est-à-dire que l'application pour le grand public va être capable, par exemple, de streamer des fichiers qui sont dans le cloud sans devoir les télécharger d'avant. Donc, on pense notamment à tout ce qui est vidéo, audio, etc. Par contre, il n'y aura pas moyen de déterminer avec précision ce qu'on veut sauvegarder, ce qu'on veut backuper, les modes de miroir, etc. Ça, par contre, ce sera le cas de Drive File Stream pour la version professionnelle, c'est-à-dire une version un peu plus évoluée que ce qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, toute la partie streaming grand public, elle, ne sera pas implémentée. Et donc, en fait, exemple, le Drive File Stream permettra notamment de faire de la diffusion de fichiers sur demande, de sélectionner donc précisément ce qu'on veut sauvegarder, de s'intégrer directement dans des applications professionnelles comme Photoshop, Word, etc. Tandis que l'autre application grand public ne sera que une version allégée de ce qu'était Drive aujourd'hui. D'accord. Avec cette possibilité de streamer. Donc on retient la date, c'est surtout ça, c'est le 12 mars 2018. Bye bye. Par contre, intéressant, pour iOS et pour Android, les applications ne bougent pas. D'accord. Bon, autant le savoir et on suivra ça de près, forcément, parce qu'on l'utilise, nous, donc régulièrement. Donc, voilà. On passe à la lettre I. Ouais, enfin, un son, avec I comme intelligence artificielle, Marc, pour parler d'un gros investissement consenti par IBM avec le MIT. Oui, c'est un investissement que IBM met en place avec le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology. Ils ont annoncé un partenariat dans le cadre duquel IBM a décidé d'investir une somme de 240 millions de dollars sur une période de 10 ans pour financer un laboratoire, en fait. Un laboratoire qui va s'appeler le MIT IBM Watson AI Lab, et qui va héberger en fait des chercheurs qui vont exercer leur recherche forcément sur 4 grands axes autour du concept de l'intelligence artificielle: le développement d'algorithmes, la création de matériel dédié au support de ces algorithmes et leur exécution. On pense notamment au fameux réseau de neurones, au Neural Network, dont Apple nous a fait une belle illustration dans les nouveaux CPU A11 qui sont mis dans les nouveaux iPhones. L'adaptation des possibilités de l'intelligence artificielle aux nouvelles industries, aux nouvelles technologies. Et alors, chose assez intéressante, l'évaluation de l'effet de l'intelligence artificielle sur la société. Donc il y a tout un pan non technologique qui va être pris en charge par ce laboratoire et qui va donc, en plus de chercheurs classiques, également faire intervenir des économistes, des spécialistes, des psychologues. Donc tous ces gens qui vont être capables de conduire des recherches susceptibles d'apporter des fondements à finalement quelque chose qui reste extrêmement hype, mais où on ne sait pas trop où on va aujourd'hui. C'est un domaine extrêmement flou et tant IBM que le MIT veulent poser un cadre qui va permettre de développer quelque chose dans un environnement beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus optimisé. Alors il faut savoir qu'une partie des travaux et des résultats engrangés par ce nouveau laboratoire pourrait être publiée et partagée au sein de projets open source, ce qui est tout bénéfice évidemment. Évidemment, on accélère vraiment. On va donner un grand coup de poignée dans le coin, comme on dit chez les motards, avec la lettre K comme Kickstarter, un projet Kickstarter qui a séduit notre nouvel ami Sébastien, qui est motard, non ? Qui est motard, exactement. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a intéressé particulièrement. D'où la calvitie. Voilà. Et le port du... Tu nous as déniché un projet Kickstarter, justement, qui propose un casque un petit peu particulier, un casque connecté, quelque part. Un casque de moto, quoi. Oui. Tout à fait. Donc effectivement, c'est hallucinant des fois de voir à quel point la technologie n'arrive pas encore partout et nos casques de moto sont encore assez archaïques dans l'ensemble. Bon, parce que c'est aussi des organes de sécurité et que c'est un peu embêtant de mettre trop de technologie dedans. Mais là, en l'occurrence, les casques connectés, ça fait quelques années qu'on y réfléchit. Il y avait déjà eu un projet sur Kickstarter aussi qui s'appelait le Scully, qui avait été financé il y a quelques années de ça et malheureusement, et j'avais participé à son financement.
Malheureusement, la société a fait faillite à cause d'un conflit entre les fondateurs et les investisseurs, alors que le casque fonctionnait, etc. Et là, enfin, quelqu'un a repris le flambeau, en l'occurrence un studio de design japonais, nous propose le Cross Helmet, qui propose grosso modo les mêmes fonctionnalités, à savoir un heads-up display, donc un écran sur impression du monde réel, une espèce de réalité augmentée si on veut, qui permet d'afficher et la navigation et la caméra arrière. Donc il y a une caméra aussi à l'arrière du casque qui permet en gros de ne plus avoir d'angle mort. Et en plus de ça, il y a tout ce qu'il faut pour communiquer en Bluetooth, donc communiquer en groupe, et puis bien sûr prendre des appels téléphoniques, etc. Tout ça dans un casque qui se finance aujourd'hui. Donc le projet est déjà financé, hein, comme souvent sur Kickstarter. Maintenant, ils mettent un objectif bien en dessous de ce que ça va vraiment leur coûter. Là, on est à plus de $188 000 maintenant sur les $100 000 qui étaient demandés au départ. D'accord. Et pour participer, si vous voulez vous prépayer ce magnifique casque, il vous en coûtera à peu près 1 100 € pour participer à la campagne Kickstarter. Voilà. Bel objet en tout cas. Ce casque, il est homologué, ou homologable, parce que je pense qu'il y a des normes de sécurité avec des homologations, etc. C'est dur, hein, c'est contraignant. Tout à fait. Il y a des normes qui sont assez contraignantes. Je crois pas qu'ils aient encore passé les certifications, mais voilà, ce sera homologué de toute façon. En tout cas, le Scully avait déjà été homologué. Okay. Donc il y a rien qui empêchera celui-là de l'être aussi. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on rajoute à l'intérieur d'un casque, ce sont des objets qui peuvent être potentiellement dangereux pour ce qu'on protège, ce qui est quand même ballot, quoi. Voilà. En sachant qu'aujourd'hui, on a déjà souvent tendance à rajouter des petits gadgets Bluetooth, etc. sur les casques, qui eux, pour le coup, sont beaucoup plus dangereux parce qu'ils sont pas du tout intégrés dans le casque d'ensemble. Sans parler des gens qui roulent avec une grosse GoPro devant, etc. Oui, il y a ça aussi. On peut faire tout ce qu'on veut, mais toucher au casque, on peut pas. Voilà. C'est un peu ça l'idée. On peut y coller des trucs, il n'y a pas de souci, ça passe. On passe à la lettre M. M comme mouchard. Oh les vilains mouchards. Lenovo se prend une amende de $3 millions. Il faut nous rappeler le contexte de ce truc, Marc. Ouais, mais enfin, disons, surtout, l'amende est assez symbolique, tout le monde est d'accord pour le dire, mais c'est quand même effectivement quelque chose, c'est un signe que les firmes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent joyeusement. En fait, ce qui s'était passé, c'est que Lenovo s'est fait prendre la main dans le sac, en fait, pour une sombre histoire d'adware qui était installée sur certains de ses PC portables, et bon, on sait que nos PC portables sont truffés de logiciels, de crapware d'ailleurs. Première chose qu'on fait quand on reçoit une nouvelle machine, on la passe au nettoyage avec des logiciels comme PC Decrapify qui enlèvent toutes les crasses. Mais ici, l'adware en question, à la base, était censé simplement intercepter ce que vous faisiez sur le net et vous ouvrir des pop-up sauvagement en vous proposant des produits similaires permettant à Lenovo de toucher sa petite commission au passage sur les achats. C'était pas franchement agréable, c'était pas franchement gai, mais bon, jusque-là, c'était relativement... Voilà, ça a fait grincer des dents, mais voilà. Mais c'était pas tout, en fait, parce que l'affaire s'est compliquée quand certains spécialistes se sont rendus compte que le truc en question, qui s'appelle Superfish, allait beaucoup plus loin et allait jusqu'à intercepter et transmettre des données, y compris sur des connexions sécurisées. Donc, en fait, loin d'être un bête adware, comme on en a plein, le truc jouait le petit rapporteur et ça a fait jaser et ça a surtout débouché sur une belle action en justice aux États-Unis. Et en fait, pour minimiser les dégâts, Lenovo avait vite réagi, c'est vrai, ils avaient distribué rapidement un logiciel qui permettait de désinstaller le brol. 2 ans plus tard, et après beaucoup de procédures et l'engraissement de cohortes d'avocats, donc la sanction est tombée symbolique, effectivement, 3,5 millions de dollars à se répartir une coalition de 32 États qui s'était constitué partie civile en vertu d'un accord à l'amiable, ce qui explique probablement pourquoi le montant est si bas. L'obligation pour Lenovo d'intégrer un logiciel de sécurité sur ses PC portables pendant 20 ans, chose qui sera contrôlée, et surtout interdiction de dissimuler les caractéristiques de tout programme de publicité ou communiquant les données à des tierces parties. Donc au-delà de l'amende qui, je le dis financièrement, est vraiment symbolique, il y a quand même une grosse claque avec le cul tout nu.
Oui, c'est donc ça. voilà. Ça tu fais pas. Ça c'est pas bien. C'est symbolique. Oui, c'est vraiment pampan cucu et la prochaine fois ça sera la chicote quoi. Voilà. Et ça en même temps c'est bon aussi pour tous les autres qui voudraient s'y mettre. C'est bon pour tous les autres. Ça leur donnera un peu voilà. On va rester chez toi Marc pour parler de la lettre S. S comme sécurité, c'est un domaine qu'on affectionne particulièrement parce qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours un truc à dire dans ce domaine-là. Par exemple cette semaine, on a eu droit à 143 millions de crédits de la nature. Ça part. Oui, alors, justement, ce qui est bien avec ce genre de truc, c'est qu'on fait des découvertes. Est-ce que, avant d'entendre cette histoire, si on vous avait dit Equifax, moi je pensais à un truc qui envoie des fax. Oui, c'est ça, le truc dans le genre là. Et en fait, non, Equifax est un certificateur de crédit, c'est-à-dire c'est une boîte américaine auquel les banques s'adressent ou les organismes de prêt s'adressent et qui en fait maintient une base de données pour dire telle personne, il a un crédit, il est en telle situation. Donc en fait, il certifie ici entre un emprunteur et un prêteur, il peut y avoir une relation selon différents critères qui sont validés par cette boîte-là. Mmh. Le problème, c'est que il y a 143 millions d'informations, de comptes qui ont fuité et qui contiennent quand même des trucs assez embêtants. Alors, il y a des numéros de sécurité sociale, des numéros de permis de conduire, ce qui, aux États-Unis, revient à dire que vos données d'identité ont fuité dans la nature. Ouais. Mais pour une société de crédit, il y avait également des numéros de carte de crédit, il y avait des mots de passe, il y avait des noms d'utilisateurs. Et voilà. Et donc, tout ça a fuité dans la nature et il y a quand même à peu près 209 000 clients sur les 143 millions où les numéros de carte de crédit étaient en clair, avec les codes CVV2 et tout. Ça fait un peu tâche. Oui. Y compris des documents sensibles relatifs à des crédits, à des personnes qui étaient peut-être pas forcément dans des situations idéales au niveau remboursement et tout, de plus de 250 000 personnes. Alors, ce qui est amusant, c'est que juste après cette fuite, 3 cadres, mais on parle de top management, ont vendu pour plus de 2 millions de dollars chacun d'actions Equifax. Comme par hasard. Comme par hasard, ça n'avait rien à voir. Rien du tout. Ils n'avaient aucune connaissance de la chose au moment de la vente. Par contre, ce qu'il faut quand même dire en fond, voilà, pour faire pencher la balance un petit peu dans leur sens, c'est que le PDG de la boîte s'est quand même répandu en excuses, qu'il y a une enquête qui est ouverte auprès du FBI, qu'il y a un site web qui a été créé pour apporter de l'aide aux potentielles victimes d'une usurpation d'identité et il y a un audit complet du système qui est en train d'être réalisé par des boîtes indépendantes, aussi en collaboration avec les autorités américaines. Toujours est-il que suite à l'énorme fuite qu'il y avait eu il y a 2 semaines, où plus de 700 millions de comptes se sont retrouvés au total dans la nature, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, et surtout quand on voit encore en perspective les déclarations du papa de la sécurité moderne sur Internet qui avait dit oui, alors un mot de passe doit avoir autant de lettres majuscules, autant de lettres minuscules, autant de chiffres, autant de machins, autant de plumes dans le cul orientées à gauche, etc., pour finalement se rétracter en disant non, en fait, tout ce que je vous ai dit, c'était n'importe quoi, ça sert à rien. On devient un peu suspicieux et on se demande finalement où est notre sécurité là-dedans. En tout cas, c'était la fête à Mr. Robot pour le coup. Oui, effectivement. Elle revient la saison d'ailleurs, ça promet. Sébastien. Pour la petite histoire drôle, en plus, je crois qu'on a découvert que dans cette fuite-là, une des bases de données était protégée par un username password qui était admin. Exact. Mais ça, c'est le grand classique. C'est magnifique. Là, il faut même pas s'appeler Mr. Robot. Non. Ok, on reste à la lettre S comme sécurité. Avec, il faut qu'on le sache. Pirater un assistant personnel avec un son inaudible, c'est un truc qu'on peut pas faire, mais c'est possible. Oui, en fait, on aurait dû essayer avec Seb dans le précédent hors-série sur le Google Home. Mais en fait, c'est possible et quand on s'y tient, c'est logique. Vu que les utilisateurs de ce genre de petits bidules sont généralement des gens qui ont déjà atteint, ce ne sont pas des tout jeuneaux, ce sont des gens qui ont déjà atteint un certain âge, qui ont l'habitude d'avoir leur environnement technologique et tout. Donc des gens qui, vu leur âge, ont déjà subi naturellement et biologiquement une certaine déperdition de leur audition. Oui. Et donc ces gens, une perte d'acuité auditive. Voilà. Et ces gens ne sont plus capables d'entendre certaines fréquences. Donc, autrement dit, si on fait jouer certaines fréquences de ce type-là, généralement des fréquences ultrasoniques, c'est-à-dire qui évoluent au-delà des 20 000 Hz, le
des 20 000 Hertz, c'est ça, des 20 kHz. L'oreille humaine n'est plus capable de, voilà, ou alors peut-être vraiment un tout petit gazouillis au fond. Ça dépend ce qu'il a fait avec ses oreilles. Hein. Ça dépend ce qu'il a fait avec ses oreilles, mais généralement ça passe tout seul. Le problème, c'est qu'il y a une équipe de hackers d'une université, l'université de Zhejiang en Chine, qui ont découvert une faille majeure qui touche tous les assistants personnels, et quand je dis tous, c'est tous sans exception. Ça va du Google Home à celui qui est embarqué dans votre GSM, au prochain Siri Home, à Alexa, à tous. Et en fait, le truc, c'est que ces assistants sont capables, de par leur conception, vu qu'ils ont des micros beaucoup plus sensibles que ce qu'une oreille humaine peut entendre, sont capables d'entendre des ordres et de comprendre des ordres émis à des fréquences ultrasoniques. D'accord. Et donc, il n'y a aucune manière de parer cette faille autrement que soit en faisant une mise à jour et un gros patchage au niveau logiciel pour empêcher les assistants de réagir à des ordres détectés comme étant émis au-delà d'une certaine fréquence, ou alors de modifier physiquement les appareils et de changer les micros pour qu'ils ne captent plus les ordres émis au-delà d'une certaine fréquence. Donc de nouveau, ça pose la question de la sécurité. Il faut savoir qu'avec ce genre de truc, les chercheurs ont réussi à changer la destination d'un GPS ou à court-circuiter des serrures connectées et à ouvrir les portes d'une maison, par exemple. Sébastien avait une question. Oui, est-ce que normalement tous ces assistants sont censés ne répondre qu'à ma voix? Donc ma voix, elle n'a pas une fréquence ultrasonique. Et quand je configure mon Siri, par exemple, je dois lui apprendre la fréquence de ma voix. Alors, oui et non, puisque justement, l'autre Sébastien nous l'expliquait bien dans le hors-série de lundi dernier. Le Google Home, par exemple, est fait pour être utilisé par tout le monde. Lui, il l'a utilisé, il s'est poilé en entendant sa fille déconner dessus. Même chose, moi, si je commence à discuter avec Google sur mon téléphone et que j'ai mon fils qui passe en disant « Ok Google », il va court-circuiter le truc. Donc voilà, ces appareils sont effectivement dans une certaine mesure prévu pour reconnaître des mots, mais c'est moins une question de fréquence qu'une question de tonalité. Je ne sais pas si aujourd'hui ce genre d'assistant peut être bloqué sur une seule personne. Honnêtement, je n'en sais rien. Peut-être oui, peut-être pas. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ce qui fait que ce genre d'attaque est possible. Moi, j'attends toujours que dans un grand concert, vous voyez, genre au Stade de France ou un truc du genre, un chanteur dise OK Google au micro pour voir ce que ça donne. Pour la petite blague, c'est exactement ce qu'a fait un des présentateurs à la keynote d'Apple. À un moment donné, il a dit Hey Siri et il a souri parce qu'en l'occurrence, aucun téléphone ne s'est déclenché dans la salle. Ça c'est ballot. Bon, ben voilà, encore un truc qu'on a appris au sujet de Google Home. On ne savait pas pourquoi on l'ouvre. Maintenant, c'est pourquoi il écoute ce qu'on dit et qu'on n'entend pas. Enfin, on se comprend. On va terminer avec la lettre S et cet épisode à un moment donné. La lettre S marque pour parler encore sécurité donc, et de parler d'une faille Bluetooth assez importante quand même. Le truc en question s'appelle Blueborn et encore une fois, c'est une équipe de chercheurs qui a mis au jour plusieurs vulnérabilités autour du protocole Bluetooth, qui sont rassemblés dans un package qui s'appelle Blueborn et qui grosso modo peut être considéré comme le couteau suisse multi-usage pour hacker du Bluetooth. Alors, ça permet à des hackers, à des pirates de prendre le contrôle d'appareils utilisant le protocole pour fonctionner ou pour communiquer sans que le possesseur de l'appareil ne puisse se rendre compte de quoi que ce soit. Et il y a une démo qui tourne pour l'instant qui montre une chercheuse en train de hacker son téléphone. C'est assez bluffant parce qu'on ne se rend compte de rien jusqu'au moment où l'appareil est allumé. On peut déjà accéder à quasi toutes les informations, l'appareil restant totalement éteint, mais une fois que l'appareil est allumé, on peut lui faire ce qu'on veut. Prendre des photos, accéder au file system, lui faire visiter un site web, installer une application à distance, donc grosso modo, et également prendre le contrôle de tous les appareils qui sont connectés via Bluetooth à ce téléphone. Ce qui est vraiment inquiétant, par contre, c'est qu'aujourd'hui, aucun patch de sécurité n'existe. Et donc, le bug est totalement ouvert. Et voilà, donc on peut se demander encore une fois, est-ce qu'il n'est pas raisonnable, dans la mesure du possible, de cantonner l'utilisation du Bluetooth à des cas précis, lorsque vous savez quand vous l'utilisez, par exemple, on va revenir sur ce cas d'école classique,
avec les petites applications, notamment pour Android, qui permettent d'automatiser certaines fonctions du téléphone. Ben voilà, moi, quand je quitte mon domicile et que je monte dans ma voiture, le Bluetooth se met en route. Mmh. Mais une fois que je quitte le rayon d'action de mon Bluetooth voiture, le Bluetooth s'éteint. D'accord. Donc ça me permet quand même, maintenant, je suppose que le truc peut être intercepté entre les deux, mais il faut commencer vraiment à devenir conscient que ce genre de choses est de plus en plus courant. Alors au niveau détail, puisque c'est toujours intéressant de voir, le problème en fait réside au niveau d'une couche du protocole Bluetooth qui s'appelle le BNEP, à savoir le Bluetooth Network Encapsulation Protocol, et qui est en fait responsable de l'utilisation et de l'autorisation du partage de connexions Internet par le biais de Bluetooth, ce qui permet effectivement de comprendre que c'est un genre d'attaque qui, in fine, se passant au niveau d'un protocole matériel, sera invisible pour l'utilisateur. Bon, ben voilà, c'est encore un truc qu'on a appris. On est vraiment tous un petit peu comment je vais dire ça faut se méfier, quoi. Je résume très fort ce que je voulais dire, parce que sinon, faut pas s'en sortir. Ça fait peur. Ça fait peur, voilà, c'est ça. C'est très philosophique comme remarque. Ce qu'a fait le gouvernement, Madame Michu, c'est vraiment grave. On va passer à la lettre T comme Tesla. On l'a entendu récemment, enfin, j'allais dire à la faveur des ouragans qui ont traversé les États-Unis, le Texas en particulier. On a remarqué un truc, c'est que Tesla était capable, Sébastien, d'augmenter l'autonomie des voitures, mais à distance. Ça, c'est quand même particulier. Alors voilà, tant qu'on est dans le ça fait peur, oui. On va parler de cette news qui est sortie par rapport à Tesla. Donc il y a la semaine dernière avec l'ouragan Irma qui a touché notamment la Floride. Il faut savoir qu'en Floride, il y a énormément, oui, c'est ça, il y a énormément de conducteurs de Tesla, beaucoup plus qu'au Texas, j'imagine. Il y a beaucoup de conducteurs de Tesla en Floride et donc beaucoup de gens qui ont dû évacuer, notamment un utilisateur, un client de Tesla, qui a contacté le support client de Tesla pour leur demander d'optimiser l'autonomie de sa batterie de façon à pouvoir évacuer plus rapidement la zone dangereuse. Et Tesla s'est exécuté et en a profité pour répercuter le même effet sur pas mal de possesseurs de modèle S et de modèle X, donc les deux modèles, la berline et le SUV, à la faveur en fait d'un système qui existe notamment aux États-Unis, qui a permis à une certaine époque, en tout cas, à certains clients d'acheter une Tesla à un prix plus faible avec une batterie bridée. Donc la batterie matériellement supportait une capacité de 75 kWh, mais elle était bridée à 60 kWh, ce qui permettait aux clients d'avoir un prix plus faible et de payer par la suite un upgrade pour pouvoir augmenter la capacité de leur batterie à distance. Et c'est cette fonctionnalité-là qui a été un petit peu détournée de son usage initial, puisqu'il était déjà de toute façon prévu que du coup Tesla puisse faire sauter cette bride à distance via une mise à jour du firmware. Et là, ils ont donc fait passer les batteries de 60 kWh à 75 kWh, ce qui leur a ajouté une autonomie d'environ 50 km. Donc c'est quand même pas négligeable. Non, mais effectivement, et puis c'est bien vu, parce que c'est bonne pub, pour le coup, c'est bien meilleure pub que, je sais pas, par exemple Uber qui a déjà augmenté ses tarifs à des moments cruciaux. Là, en l'occurrence, c'est une solution technologique qui venait vraiment après, il n'y a plus, il ne faut pas demander plus. Donc c'est limité, je crois que ça saute à partir de demain, oui, c'est ça. Donc c'était une mesure temporaire. Faut noter que effectivement la presse s'est emparée du truc en disant oui, ça fait peur quand même, ça veut dire qu'ils peuvent à distance faire n'importe quoi sur ma voiture. Faut relativiser ça en se disant qu'il y a déjà de nouveau frisé, notre ami. Décidément, sur des choses qui arrivent de temps en temps, ça bloque, et ça bloque chez moi aussi. Très longtemps un système. Oui, Sébastien, tu m'entends ? Voilà, je suis de retour. Oui, c'était de nouveau frisé, malgré que tu sois totalement chauve, mais... Voilà. Donc, je parlais donc de ce fameux système OnStar qui existe sur nos voitures depuis longtemps et qui permet, par exemple, de couper un moteur à distance. Oui. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, et il se fait que dans le cas de Tesla, ils ont effectivement accès, les voitures sont équipées d'une carte SIM, etc. Donc, ils peuvent faire pas mal de choses, y compris mettre à jour le firmware à distance, faire des diagnostics à distance,
performance, etc. Ouais. Donc, ce qui est plutôt, si c'est utilisé à bon escient, une fort bonne idée qui justement ne devrait pas faire peur pour le coup. On reste un petit peu même tout complètement dans le monde de l'automobile avec la lettre V comme Volkswagen, Sébastien, puisque là on va parler d'un investissement, pas qu'un petit, Volkswagen qui investit 80 milliards dans le développement des voitures électriques. Donc voilà, donc c'était le début du salon de Francfort, si mes souvenirs sont bons, cette semaine. Et Volkswagen, à l'occasion de lancement de ce salon, a annoncé une nouvelle politique d'investissement dans le véhicule électrique. Faut savoir que vers le début d'année, ils avaient prévu un investissement d'environ 10 milliards de dollars. Et ils ont revu leur politique à la hausse, puisque maintenant ils parlent d'investir 84 milliards de dollars, soit à peu près 70 milliards d'euros, dans leur véhicule, dans une nouvelle gamme de véhicules électriques, dont 50 milliards uniquement pour la conception de batteries. C'est un petit peu le nerf de la guerre dans cette technologie-là, puisque finalement les moteurs, la mécanique, tout ça c'est connu, c'est maîtrisé, mais voilà, les batteries c'est un petit peu le nerf de la guerre, et il faut savoir qu'en 2016, ils avaient déjà annoncé que leur objectif c'était pour 2020 d'avoir un véhicule qui soit électrique, autonome et avec 500 km d'autonomie. Oui. Donc il y a du chemin encore à parcourir avant d'en arriver là. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour Volkswagen, il y a un petit jeu de mots à faire avec ça aussi, de se racheter une conduite? Effectivement, c'est bien ça. C'est une politique d'investissement qui a été proposée par le CEO qui a remplacé l'ancien suite au scandale du Dieselgate. Ouais. Et donc effectivement, Volkswagen a tout intérêt à reprendre un petit peu de poil de la bête par rapport à ça, sachant que de toute façon, l'Allemagne prévoit en ce qui la concerne d'interdire la vente et la fabrication de nouveaux véhicules à moteur thermique à l'horizon 2030. Ouais. Donc ça arrive très très vite. Ouais. Donc ils ont intérêt à se bouger par rapport à ça. Ça ne règle pas la question, et ça on l'avait déjà dit ici, mais on en reparlera aussi, parce que là on n'a plus trop le temps, mais de la production d'énergie, pour ce qu'il va falloir les alimenter, toutes ces voitures, à un moment donné, et ça va pas être simple, parce qu'il n'y a pas de solution, en tout cas à court terme, à ce niveau-là. On en termine comme on a commencé quelque part, puisqu'on va encore parler de l'iPhone, si vous le voulez bien, mais là dans le cadre de cette séquence que vous appréciez tous et qui conclut tous nos épisodes, c'est le W, la lettre W comme what the fuck. Et il y a manifestement what the fuck concernant l'iPhone 10 Marc, si je ne dis pas de bêtises. Oui, mais alors bon, commencer à tout seigneur, tout honneur, je ne suis pas à l'origine de la trouvaille, c'est Sébastien qui juste avant que le truc commence m'a dit... L'autre Sébastien, qui juste avant que l'épisode commence m'a vite balancé sur Slack. T'as vu la news sur Pornhub? Dis-moi que t'en parles, s'il te plaît, please. Voilà, et bon, Sébastien, je pouvais pas faire autrement. Ouais. Donc, poteau, merci, voilà. Et donc, effectivement, l'iPhone X a déjà fait parler de lui sur Pornhub. Et comment on s'en demande? Tout simplement parce que Pornhub a remarqué, comme ils ont l'habitude de faire, ils font des très beaux graphiques, ils font des très beaux graphiques, ils sont très doués en infographie, et ils ont sorti 2 infographies qui montrent que pendant la keynote de l'iPhone X, leur taux de fréquentation a baissé entre 8 et 12%. Donc pas merci Apple, ils ont même mis ça en parallèle avec la baisse de fréquentation qui s'était produite lors de la diffusion du premier épisode de la dernière saison de Game of Thrones. Donc ils avaient morflé cher, mais apparemment ils ont morflé encore plus ici avec l'iPhone X. Donc pas merci Apple. C'est quand même incroyable, mais c'est rigolo de voir comme ça les habitudes de consommation. Voilà. Donc en fait, Internet, c'est du tout d'où vient cette statistique. La corrélation m'échappe totalement. Oui, parce que ça veut dire que quand même ils ont un fort potentiel chez les fanboys, quoi. Voilà. C'est par rapport à la qualité des images, tout ça. Oui, c'est ça. C'est la qualité des images, le design. De toute façon, c'est très bien que l'écran de l'iPhone X sera essentiellement utilisé pour ça. Donc, il y a des chances. C'est vrai que le Super Retina. Par contre, je me méfierais, moi, de la reconnaissance faciale. Tout de même. Voilà pour conclure donc ce 134e épisode déjà, des technos. Merci à Sébastien pour cette
première participation dans un épisode hebdomadaire. Et puis également merci à Marc. Je ne sais pas qui on retrouve la semaine prochaine. Oui, je pense. Je ne sais pas qui participera la semaine prochaine parce qu'il y a un roulement de fou pour l'instant parmi les chroniqueurs. Ce sera le 135e épisode. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner. Si c'est sur YouTube, c'est très simple. Vous cliquez sur abonner, puis la petite cloche pour recevoir les notifications parce que sinon vous ne verrez rien. Sinon sur les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus partout. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.